Bonjour, monsieur le Salut député. Jacques, ça va? Ça va très très Bonne bien. neuf. Et vous, ça va Ça très va? bien. Bon, Bon. je vous... Ah oui, ben oui, c'est très bien, je vois que tu as des belles lectures. bien sûr. Mais moi, je dois l'avoir dans ma bibliothèque d'ailleurs. Ah, J'en d'accord. ai le même. Je vois qu'on a la même lecture. Tout à fait. Hmm. Assieds-toi, assieds-toi. Je souhaite qu'on discute sur la période de la colonisation de Mayotte à partir de 1841 jusqu'à nos jours, parce que je pense que beaucoup de freins que nous avons aujourd'hui, nous devons nous référer à notre histoire pour pouvoir aller de l'avant, et j'espère que, je crois que vous êtes un acteur incontournable de notre histoire moderne, et que certainement beaucoup de questions que je me pose, je pourrais trouver des réponses en vous. Ben, écoutez, merci. Je ne sais pas si je suis un acteur majeur, mais c'est vrai que je considère pour ma part que si nous voulons comprendre ce que nous sommes, nous devons d'abord savoir d'où est-ce qu'on vient. Et quand on saura d'où est-ce qu'on vient et ce que nous sommes aujourd'hui, on pourra probablement envisager l'avenir. C'est ça finalement l'histoire. Et vous avez raison parce que des fois, quand on écoute les uns les autres, notamment ceux qui chantent la question de l'île comorienne de Mayotte, on se pose la question, est-ce que vraiment ils ont lu leur histoire? Et au fond, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'imposteurs, des gens qui tronquent les réalités historiques qui sont relativement simples. Parce que pour construire une nation, je ne vous apprendrai rien de la définition de nation. Pour construire une nation, encore faut-il qu'il y ait un sentiment d'appartenance commune, d'adhésion à un objet, à un projet commun, ainsi de suite, et tout ça, ça manque. En réalité, il n'aurait pas eu 1841, c'est-à-dire date de l'arrivée de la France et donc de la colonisation, par la suite, s'il n'y avait pas, au départ, ce sentiment de ce que Mayotte n'est pas comorienne, et je peux vous assurer que Mayotte n'a jamais été comorienne. Ça, c'est une certitude. Et vous avez raison, vous faites référence à la thèse de Jean Martin, mais il y a aussi une deuxième thèse qui est tout aussi intéressante, notamment qu'on appelle l'archipel des sultans batailleurs, qui est de Urbain Forec, qui explique également toutes les batailles qui ont pu y avoir sur cette partie du monde pour faire en sorte à ce que, justement, chaque île soit ce qu'elle est. Et en réalité, il n'y a pas eu d'État comorien, il n'y a pas eu des Comores. La notion des Comores a commencé à apparaître dans les livres de la France à partir de 1946, à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi qui était déposée et défendue par Seyd Mohamed Cheikh, l'ancien député des Comores. Mais jusqu'ici, il y avait 4 sultanats. Le sultanat de Mayotte, le sultanat d'Anjouan, le sultanat de Moïli et le sultanat de Grande Comore. Et les sultans se faisaient la guerre, chacun voulant s'approprier le sultanat de l'autre. Et c'est à la lumière de ces conflits, donc de cette période des sultans batailleurs, que le dernier sultan de Mayotte, en la personne d'Andrian Soli, a décidé de céder l'île à la France pour assurer notre sécurité. Et je comprends aujourd'hui que dans les rues, vous avez des Mahorais et des Mahorais qui se battent pour demander la sécurité à notre État, à la France. Autrement dit, ces agressions, ces violences qui existent aujourd'hui l'ont été déjà il y a près de 2 siècles. Et comme dit le dicton, l'histoire se répète toujours. Donc c'est cette histoire d'agression que nous avons connue avant 1841, qu'aujourd'hui les Comores cherchent à reprendre, à répéter, parce qu'effectivement, nous avons eu des comportements qui ont fait que nous avons cédé notre territoire. Oui, effectivement, ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, et que je pense que nous devons beaucoup lire, nous devons beaucoup faire de recherches pour pouvoir nous défendre. Parce qu'effectivement, c'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire que on a des personnes qui peuvent mentir sur le fait d'une existence
d'une administration comorienne ou d'un État comorien pendant la colonisation. D'ailleurs, dans les livres que j'ai lus, notamment celui de Jean Martin, notamment dans beaucoup de recherches que j'ai pu faire, j'ai remarqué qu'il faut qu'on sache aussi que même le mot Comore, ce mot-là n'a jamais existé dans les textes, ni les décrets, ni les ordonnances, ni les lois qui ont existé pendant cette période coloniale. Et que le mot même Comore, c'est, les îles Comores, en arabe qu'on appelle Juzul Kamar, a été euh, dit par des Arabes qui désignaient, parce que quand on voit, et que, à raison même, quand on voit la Terre et le positionnement de la Terre par rapport à la Lune, nous sommes dans une gravité plus proche de la Lune, en tout cas, et que c'est dans notre zone où la Lune brille plus que dans les autres endroits de la Terre. Et que lorsqu'ils appelaient les îles de la Lune, c'est parce que nous sommes plus proches de la Lune, en tout cas ce qu'on appelle cercle de gravité, que dans les autres. Donc quand ils désignaient les îles de la Lune, Juzul Qamar, ils parlaient de Pemba, ils parlaient de Zanzibar, de Mayotte, Grande Comore, Anjouan et Moïli. Et que depuis 1841, ce mot Comore a disparu d'ailleurs en tout cas de l'administration des différentes organisations qui ont eu lieu pendant toute cette période jusqu'en 1946, comme vous l'avez bien dit. Je ne suis pas géophysicien, naturellement. Par revanche, comme je m'intéresse un peu à notre histoire, ce que je dirais notamment de l'organisation administrative de ce territoire, en tout cas de l'archipel de l'époque, ce que je retiens, c'est quoi? Mayotte est devenue française en 1841 pour nous protéger contre les razzias malgaches et anjouanaises et des autres îles de l'archipel. Il a fallu attendre à peu près entre 45 et 50 ans pour que la France vienne également en Anjouan, puis en Moélie, puis en Grande Comore. Et d'ailleurs, pour la Grande Comore, il faut savoir qu'il y avait entre 7 et 12 sultanats, c'est-à-dire la Grande Comore elle-même ne formait pas une unité, et que c'est la France qui, par le biais de M. Humblo, a aidé le dernier sultan Seyd Ali pour construire d'abord l'unité de l'île d'Engazidja, et puis ensuite, une fois cette unité construite, celui-ci cède en protectorat d'abord l'île d'Engazidja à la France, puis ensuite en une colonie. Nous sommes aux alentours de 1890. En 1912, il a été créé Mayotte et dépendance. Donc, il y avait, et d'ailleurs, le décret de 1912 dit la colonie des Mayotte et les protectorats d'Anjouan, Moélie et Grande Comore. Le « et », qui est une conjonction, montre bien que nous n'avons jamais appartenu en réalité à une entité politique commune. Et puis après, il est venu Madagascar et dépendance, où nous avons tous été rattachés à Madagascar administrativement, notamment le gouverneur général de Madagascar, qui était Antananarivo, à l'époque on disait Antananarive, était également gouverneur de l'archipel avec un représentant qui était Tazaoudzi. Ensuite, l'attelage très rapidement a montré que ça ne correspondait pas parce que les îles, chacune avait ses traditions, sa culture, ainsi de suite. Et nous arrivons à un détachement vers 1926-1927 et a fait en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été créé ex nihilo le territoire des Comores. D'ailleurs, Ahmed Abdallah lui-même le dit dans une audition, notamment en avril 1975, à une mission de l'Assemblée et du Sénat à Paris. Il reconnaît que la structure administrative, l'organisation administrative de Mayotte, enfin des Comores, a été conçue par le colon de l'époque, c'est-à-dire par la France, pour juste des commodités administratives. Il le dit très clairement.
Et donc, quand aujourd'hui vous entendez des Comoriens qui vous disent l'île comorienne de Mayotte, c'est juste une imposture, c'est-à-dire un mépris à l'égard des Mahorais et à l'égard de l'histoire, parce que ce qu'ils affirment n'est corroboré par aucun élément de l'histoire. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui veulent s'intéresser à cette question, vous trouverez des écrits, notamment de nos voisins grands comoriens, qui vous diront qu'il y a eu une protestation en 1843 d'un sultan comorien qui aurait dénoncé la cession de Mayotte par Ndansuli à la France. Il faut savoir d'abord qu'il n'y a jamais eu de sultan comorien. C'était le sultan d'Anjouan qui a protesté, mais ce qui est curieux, c'est que ce sultan est mort en 1842 et la lettre est datée de 1843, autrement dit, il est sorti de sa tombe en 1843 pour venir contester une cession qui a été faite en 1841. Vous voyez bien que le sérieux dans cette affaire n'est pas là. Donc nous arrivons en 1946. À partir de 1946, ça ce sont des faits qui sont incontestables. Nous arrivons avec la loi de fer de 1957, dans laquelle il est décidé que la France allait donner une autonomie plus large à ces contrées. C'est à ce moment-là que Seyd Mohamed Cheikh et ses équipes ont décidé le transfert de la capitale, parce que mine de rien, jusqu'ici, bien que cette organisation administrative ait été conçue avec les autres îles, mais la capitale de l'archipel était à Mayotte. Donc en 1957, dans la perspective de cette autonomie qui se dessinait, et comme le Grand Comorien ne peut pas être dominé, il veut toujours dominer, ils ont décidé le transfert de la capitale en asphyxiant Mayotte. En 1958, à la faveur de la Constitution, à la faveur de, comment dirais-je, de la Constitution de 1958, de la Ve République, De Gaulle propose aux collectivités, aux populations d'outre-mer, d'adopter son projet constitutionnel en contrepartie de pouvoir choisir le statut qu'ils souhaiteraient au sein de la République. C'est à ce moment-là que intervient le congrès de Kungu, de Tsunzu, le premier congrès de Tsunzu des Mahorais, dans lequel il est demandé effectivement, que les populations collaborent en étroite collaboration, opèrent en étroite collaboration avec leurs élus, que effectivement on refuse la perspective de l'indépendance et qu'on demande la départementalisation, demande qui sera par la suite confirmée le 11 décembre 1958 par le dépôt à la Chambre, au Conseil général à l'époque, c'était un conseil, ou à l'Assemblée territoriale des Comores, une motion demandant la transformation des Comores en département d'outre-mer. Laquelle motion présentée d'ailleurs par les 4 conseillers de l'époque, il y avait Marcel Henry, Abdourakim, Souf Sabili, et j'en oublie certainement le 4e. Non, ils n'étaient pas là, Ibrahim Ramadan et Bamana. Il y avait un 4e que je donnerai d'ici la fin de nos échanges, mais et c'est défendu d'ailleurs par Abdourakim. C'est Abdourakim qui défend la motion, et la motion a été repoussée par les Comoriens au motif que Mayotte est une île musulmane, qu'elle ne pourrait pas supporter les lois de la République, comme si les lois qui régissaient les Comores à l'époque n'étaient pas déjà des lois de la République. En réalité, c'était une façon de repousser la perspective de la départementalisation pour permettre à ceux-là même qui aspiraient à dominer les autres, à chasser la France pour coloniser les autres îles, à prendre le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé par la suite avec les lois d'autonomie de 1962, confirmée en 1968, et puis la déclaration commune de 1975, et enfin la déclaration unilatérale d'indépendance du 6 juillet 1975. Voilà rapidement, mais si vous voulez, on peut revenir dans les détails, mais voilà un petit peu comment a été conçue l'organisation du territoire, c'est-à-dire en fait une collectivité, un territoire d'outre-mer classique avec un transfert assez important de compétences. Oui, vous avez eu raison de préciser l'intervention d'Abdourakim à l'Assemblée territoriale des Comores par rapport à cette réponse qu'on lui a donnée en disant que Mayotte est une terre où les Comores, l'archipel de Comores, les 4 îles la population est musulmane et que
elle ne peut pas demander un statut de département. D'ailleurs, on reviendra sur la cohabitation des religions, mais aussi juste à retenir que il y a beaucoup de dates pour vraiment comprendre cette période durant la colonisation. Il faut aussi vraiment se référer aux dates comme vous venez de le faire tout de suite, et qu'on remarquera d'ailleurs dans l'organisation de l'administration, comme j'ai pris quelques notes, hein, et qu'on remarquera que jamais il y a eu d'organisation comorienne pendant cette période. Donc ceux qui disent intangibilité des frontières héritées de la colonisation sont complètement à côté de la réalité, parce que quand la France a pris possession de Mayotte en 1843, le traité a été signé en 1841, comme vous l'avez dit, en 1843, il y a eu une possession effective de Mayotte dirigée par le commandant Passo. Et pendant cette date, Mayotte dépend de l'autorité du commandant supérieur de Nosibé, lui-même qui est placé à Mayotte, et Sainte-Marie de Madagascar. Et on voit qu'en 1844, c'est la première fois, parce que dans cette période, à 2 reprises, on a créé Mayotte Indépendance. Et premier Mayotte Indépendance, l'administration Mayotte Indépendance, c'était de 1844 jusqu'à 1878, et que c'était Mayotte, Sainte-Marie et Nosibé et Nosikomba, ou avec un administrateur qui était lui-même placé à Mayotte. Et qu'on remarquera qu'à partir de 1878, de 1878 jusqu'à 1887, il y a eu le commandant de Mayotte sous l'autorité du gouverneur de La Réunion. Et j'aime aussi beaucoup parler de la conférence de Berlin, parce que à l'époque, comme j'ai parlé des îles de la Lune avec Pemba et Nguja, c'est-à-dire les deux îles qui ont formé aujourd'hui Zanzibar, étaient organisées ensemble avant la colonisation, et que la conférence de Berlin, c'est la conférence de Berlin qui a divisé les relations qui avaient, les relations économiques qu'il y avait entre ces îles avec les sultans qui étaient là, sachant que Mayotte a été déjà colonisée depuis 1841. Mais on a donné Zanzibar, les deux îles de Zanzibar, Pemba et Nguja, aux Anglais, et Mayotte et la Grande Comore en jouant Moélie, Madagascar, la Réunion, on l'a donné, ces îles ont été attribuées à la France. Donc, dès le lendemain de cette conférence de Berlin qui a eu lieu en 1885, en 1886, on a créé deuxième Mayotte indépendance, mais deuxième Mayotte indépendance concernait Mayotte avec un administrateur de plein exercice qui était à Mayotte, et qui après administrait aussi en jouant Grande Comore et Moélie, qui étaient sous protectorat. Ils étaient sous protectorat. Et puis après, lorsqu'il y a eu la colonisation de Madagascar, parce que la France, Madagascar a été attribué à la France après cette conférence de Berlin, mais c'est en 1895 que la France a pu coloniser effectivement Madagascar. Ils ont bénéficié de 3 années de protectorat, et en 1898, Madagascar a été complètement colonisé par la France, et en ce moment, on a créé l'administrateur de Mayotte dépendait du gouverneur général de Madagascar, de la Réunion, et puis à partir de 1908, l'administrateur de Mayotte dépend de Madagascar, ce qui a donné suite à la création de Madagascar indépendance en 1912. Il y a eu beaucoup de dates, mais ces dates, on peut parler de beaucoup de dates, mais ces dates sont très importantes parce qu'elles nous
permettent de bien comprendre la situation et toutes les organisations qui ont eu lieu pendant cette période. Effectivement, comme vous l'avez dit, jusqu'en 1946, c'est la première fois qu'il y a eu l'apparition de territoires autonomes des Comores et que ce territoire autonome des Comores n'a eu effectivement, comme vous l'avez dit, une réelle autonomie ou l'autonomie a commencé à partir de 1958 et que on pourrait parler de cette coexistence, de ces relations entre les religions à Mayotte et qu'à Mayotte, les musulmans, les chrétiens et beaucoup de Maoris qui étaient animistes ont toujours eu des relations très courtoises, des relations, il n'y a jamais eu de conflit de religion ici jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et qu'effectivement lorsqu'on dit à des Maoris que vous ne voulez pas être département parce que vous êtes musulman, nous pensons que peut-être les gens de la Grande Comore d'Anjouan ou de Moïli peuvent accepter cela, mais les Maoris eux-mêmes ne peuvent pas accepter parce qu'ici, vraiment, les gens se sont mélangés. Et que on parle de Mayotte, d'un islam très tolérant. Alors, je voulais réagir sur deux points. J'adhère complètement à tout ce que vous avez dit, y compris sur les dates et les évolutions institutionnelles, mais il est un point sur lequel je voudrais insister, sur la question du respect de l'intangibilité des frontières. Quand on écoute nos voisins, ils vont vous expliquer que oui, la France a violé une règle de droit international qui est le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Il faut savoir que ce n'est pas une règle, en tout cas internationale. Je suis surpris que, alors qu'ils ont sans doute des juristes d'excellent niveau, qu'ils puissent se laisser embarquer sur des choses qui n'existent pas. En droit international, il est un principe qui est acquis, c'est le principe du droit à l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe, il a existé depuis la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, ça a été repris à l'ONU et ça a été appliqué plusieurs fois. Le principe dit de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation est en fait une règle non écrite appliquée par les Africains pour éviter des conflits inextricables, mais qui n'a jamais été une règle absolue, alors que le principe d'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe absolu. Et ce principe, donc il existe en droit international, mais il existe aussi en droit français. Les constitutions, je pense, depuis le XVe siècle ou le XVIe siècle, mais en tout cas, il faut remonter très loin pour aller retrouver l'origine de ce principe. Et ce principe est également inscrit aujourd'hui dans la Constitution de 1958. Et les grands auteurs de ce principe, ceux qui ont théorisé ce principe, sont dit, y compris pour un petit peuple, à partir du moment, un groupe de population, à partir du moment où il décide, il demande l'autodétermination, il faut la faire parce que c'est quelque chose qu'il faut confirmer, je dirais, tout le temps. Tout le temps. Et j'ai regardé, je lisais un texte hier qui disait que la Constitution, il faut vérifier à chaque fois, en gros, par les générations. Et donc, Mayotte a fait le choix de la France parce que Mayotte n'a jamais été comorienne. Et d'ailleurs, je mets au défi quiconque de trouver une période durant laquelle les Comores ont administré, ou une institution comorienne, quelle qu'elle soit, est administrée Mayotte, ou même l'ensemble des 4 îles, en dehors de la présence française. Vous ne trouverez pas. Il n'y a jamais eu d'État comorien, il n'y a jamais eu de nation comorienne, il n'y a jamais eu de peuple comorien. En réalité, il y a eu un peuple de Mayotte, un sultanat qui est un État. À l'époque, on les appelle les sultanats. Donc, il y avait 4 sultanats, donc 4 États, 4 peuples, 4 nations. Et ce sont et encore une fois, risque de me répéter, ce sont les Mahorais, parce qu'ils ne voulaient pas des Anjouanais particulièrement chez eux, ont décidé de céder leur pays
à la France pour lui assurer la sécurité. C'était le premier point sur lequel je voulais réagir parce que c'est un point très important. Ceux qui vous disent ça, ils vous disent, mais sans jamais démontrer, alors qu'ils évoquent des principes qui n'ont été appliqués qu'en Afrique et que dans ce même Afrique, plus d'une fois, l'ONU a eu l'occasion d'organiser des consultations et qui ont permis parfois des pays, parfois même une île, par exemple Mayotte, où au nord elle est restée hollandaise et au sud elle est restée française, alors que c'est une même île. Donc c'est dire que le vrai principe de droit international qui s'applique à toutes les contrées, c'est le principe du droit à l'autodétermination des peuples. Le deuxième point que vous avez évoqué, qui me paraît très intéressant également à souligner, c'est la question religieuse. La question religieuse. Il faut savoir, quand on regarde au fond, Mayotte est musulmane depuis le 9e siècle, comme les autres îles musulmanes depuis le 9e siècle, mais d'un islam ici qu'on rencontre quasiment nulle part ailleurs. J'en veux pour preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion. Alors que dès 1856, nous avons eu à Dzaoudzi l'école des sœurs avec une église, à Mamoudzou également, ce qu'on ne rencontre pas souvent sur les autres territoires. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a un islam très ouvert, très tolérant, qui accepte l'autre. Cela est d'autant plus évident que avant 1841, tout le monde à Mayotte était musulman. Avant. Et puis ensuite, il n'y a eu qu'une école, l'école musulmane. Comment ça se fait? Il y a eu l'école catholique, il y a eu l'école de la République, et il n'y a jamais eu de guerre. Même en 1991, et les gens se oublient, mais c'est hier, 1991. En 1900, jusqu'à vous et moi, nous avons été à l'école, après avoir été à l'école coranique. Nous sommes allés à l'école coranique, ensuite nous sommes allés à l'école laïque. Il se trouve qu'en 1991, avant 1991, donc on allait tous les matins à l'école coranique, en gros de 6h à 7h, et puis ensuite on allait à l'école de la République. À partir de 1991, on a décidé de créer l'école maternelle, et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont accepté spontanément d'envoyer leurs enfants à l'école de la République pendant la semaine, du lundi à vendredi, et de les envoyer à l'école coranique le week-end. Il y a eu une répartition des tâches. Autrement dit, les Mahorais, depuis toujours, ont effectivement accepté qu'il y ait ici le principe de laïcité. J'ai eu l'occasion d'intervenir en 2005 à l'Assemblée nationale, ou en 2003 plutôt, à l'occasion de la loi sur les signes religieux à l'école, et j'expliquais cette situation. Que nous, avant l'heure, puisque le principe de laïcité a été introduit en France à partir de 1880. Donc nous, avant même 1880, nous avons déjà accepté le principe de laïcité. C'est-à-dire le principe que chacun ait une pratique libre de la religion qu'il souhaite. Parce que la laïcité, ce n'est pas l'ennemi des religions. La laïcité, c'est le compagnon fidèle des religions. Parce que nous sommes dans une république laïque, c'est-à-dire qui ne privilégie ni ne défavorise aucune des religions, mais qu'elle traite toutes les religions au même pied d'égalité, nous avons cette chance de pouvoir pratiquer aisément notre religion. Et d'ailleurs, je le dis souvent, regardez, aujourd'hui à Mayotte, nous avons un peu partout des mosquées en dur. Avant 1975, on avait probablement la seule mosquée en dur que nous avions, c'était Tamsapéré. Toutes les autres mosquées étaient en torchis, ainsi de suite. Ils n'étaient pas des très grands lieux. Aujourd'hui, il n'y a aucun village qui n'a pas sa belle mosquée. Avant 1975, on avait, pour aller à la Mecque, vous savez que c'est un devoir important, un des piliers, c'est de pouvoir aller à la Mecque pour un musulman. On avait 5 personnes par an payées, prises en charge par le budget du territoire des Comores pour aller à la Mecque. 5. Un par canton. Il y avait 5 cantons. Il y avait une personne par canton qui était prise en charge par le budget des Comores pour aller. Aujourd'hui, nous avons plus de musulmans qui vont à la Mecque que l'ensemble des Comores. Ce qui montre bien que nous avons fait le bon choix
de la République, parce que la République ne privilégie ni ne condamne aucune des religions. Au contraire, elle permet à toutes les religions de s'exprimer. Et donc, c'est un bon choix. Donc, là, ça, c'est l'aspect des religions. Troisième chose également qui me paraît de souligner la singularité de Mayotte, c'est son aspect culturel. Mayotte est le seul territoire dans l'archipel qui a deux langues, le Kibuchi et le Shimaoré. Le seul. C'est la seule. Le Kibuchi et le Shimaoré. Ce qui montre là aussi des peuplements totalement différenciés qui ne sont pas les peuplements qu'on rencontre dans les autres îles de l'archipel. Et donc, quand on vient vous parler de nous sommes de même culture, des mêmes traditions, des mêmes religions, tous ces amendements géographiques, tous ces éléments ne participent pas à la constitution de la nation. Ça, ce sont des éléments physiques, géographiques. Oui, ici, on a des musulmans, mais on a aussi les autres, les catholiques, les chrétiens, les bouddhistes. Ici, tout le monde, chacun parle de ce qu'il veut. J'ai juste précisé que la constitution de l'Union des Comores dit que la religion de l'État, c'est l'islam. Alors que nous nous inscrivons dans cette laïcité pour permettre à chacun de pratiquer sa foi. Ça n'engage que la personne envers son Dieu. Nous sommes musulmans en majorité et que l'État français nous respecte notre religion comme nous on respecte toutes les religions des autres personnes qui se trouvent sur le territoire français. D'ailleurs, aussi sur l'occupation des terres, on a aussi une histoire très très différente parce que depuis 1841, quand il y a eu l'arrivée de la France ici, et que la convention signée par André Anatoli et commanda pas tout ce que vous voulez. Je vous apprends rien, c'est des choses que vous savez très bien, mais c'est pour notre auditoire sans doute, et que cette convention dit clairement que les terrains qui ne sont pas occupés par les Sakalava et les Maoré qui sont en place appartiennent à l'État. Et c'est à ce titre que l'État a concédé beaucoup de ces terrains à des colons ou à des béquets de la Réunion qui étaient venus à Mayotte ou à certaines familles de l'île de Sainte-Marie qui étaient ici et pour l'exploitation. Il faut savoir que d'ailleurs c'est à Mayotte où la France a interdit l'esclavage en premier, si je ne me trompe pas. Et qu'à partir de là, il y a eu ces terrains qui étaient occupés par des colons qui étaient exploités et sur lesquels on a créé une vraie féodalité avec des villages, des gens qui étaient venus d'Anjouan, de la Grande Comore, ou d'autres qui étaient venus de Mozambique, de la Tanzanie, de l'Afrique, et qui étaient dans ces exploitations. Notamment à Ajangwa, mon père me parlait. Quand il était enfant, ils allaient en vacances chez leur tante, qui est la grand-mère de Sarah Moussoun, qui s'appelait Sarah Henry. Ils allaient en vacances chez elle. Et là, mon père m'a dit que c'est à Jangwa où les gens ont commencé à danser le Shingoma avec des Mozambicains. Il a même écrit ça dans le livre que j'ai vu il vous a dédié ce livre. Et que ceci en Grande Comore ou en Juin, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils étaient jusqu'en 1886, ils avaient leur sultan et tout. Et puis, à partir de 1886, où ils sont devenus protectorat français, au lendemain de cette conférence de Berlin que nous avons parlé, ils sont devenus protectorat. Donc, ils ont toujours gardé les terrains parce que l'État français les protégeait, mais ils devraient produire. C'était une colonisation économique jusqu'à 1912, où quand ils ont complètement colonisé les Comores et qu'ils ont déporté le sultan Saïdal que vous avez parlé tout de suite à Tamatave, et puis après Lomblo qui était colon et qui était botaniste d'ailleurs, qui a été mandaté par l'État français pour récupérer les récoltes et tout, et que le sultan ne pouvait pas fournir la quantité qu'il fallait.
et que par la suite, depuis 1905, on a créé la société Bambao. La société Bambao par le propriétaire du domaine de Kumbani, et puis un colon en Juan, et puis un colon en Grande Comore, où ils ont créé cette société, la société Bambao. Mais il n'y a pas eu vraiment des personnes physiques à qui on avait concédé des terrains, mais de leur côté, c'était une société coloniale qui avait acquis des terrains, qui les exploitait. Donc, il n'y a pas eu, il y avait déjà une population, ils exploitaient la population, ils employaient la population qui était sur place pour le faire, et que à Mayotte, c'est la manière dont les terres ont été occupés avec des grands domaines. Les gens se sont organisés, les propriétaires fonciers qui étaient des personnes physiques se sont organisés avec ce que j'appellerais tout l'ensemble des Maorais pour revendiquer à toujours rester au sein de la République française, et que aujourd'hui, comme on dit, c'est lui qui n'attend qu'une seule cloche, n'attend qu'un seul son. Je trouve que nous avons vraiment euh, besoin de connaître notre histoire, de la maîtriser et pour pouvoir la véhiculer afin qu'on puisse nous comprendre. Parce qu'effectivement, il y a des Comoriens qui se mettent en avant pour inventer des histoires qui n'ont jamais existé. Et d'ailleurs, ça fait partie de, je salue vos engagements sur ça, vos différentes interventions dans les chaînes nationales et internationales pour ça, mais il faudra que les actions que vous menez soient relayées par plusieurs personnes afin qu'on puisse nous attendre. Quand ils disent que que ce sont des Antillais. Bon, on prétend que Marcel il est Antillais, ou on prétend, or c'est des Maorais, Marcel Henry, docteur Marcel Henry, que les gens ne savent pas. C'est clairement votre cousin. Vous avez votre arrière-grand-père qui est le frère de l'arrière-grand-père de docteur Marcel Henry. Et que ici, les gens se sont mélangés et pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En vérité, en vérité, il n'y a rien de pire dans la vie que la méconnaissance. Quand on ne se connaît pas, il n'y a rien de pire que ça. Et le drame pour nous, pour nos jeunes générations, c'est que nous ne nous connaissons pas. Le Maorel ne se connaît pas. Si on demandait à quelqu'un qu'est-ce qu'est Maorel, il serait incapable de définir ce qu'est un Maorel. Alors, vous avez dit plusieurs choses sur lesquelles je voulais des mots revenir. Un, sur la colonisation. Vous avez bien raison de souligner que, en réalité, Mayotte n'a jamais été colonisée. Ou en tout cas, il n'y a pas eu l'esclavage. Parce que aussi, il faut distinguer la colonisation et l'esclavage. Mayotte est devenue française en 1841, et avant 1841, avant cette date, Mayotte a connu l'esclavage. Parce que, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais sur les origines de peuplement, sur comment dirais-je, l'organisation administrative avant 1841 avec les sultans. Et effectivement, il y a eu aussi ici l'esclavage. Sauf que ce n'était pas l'esclavage organisé par la France, contrairement à d'autres contrées. En 1841, la France s'installe ici. En 1846, la France abolit l'esclavage à Mayotte. Mayotte est le premier territoire de la République ultramarine où celle-ci a aboli l'esclavage. C'est un décret de 1846. Avant 1847 ou 1848, le décret de Schœlcher. Donc 2 ans avant l'abolition aux Antilles, à la Réunion et autres, ici, l'esclavage a été aboli et il y a eu un décret du ministre de la France d'Outre-mer ou des colonies, je ne sais plus l'appellation exacte de l'époque, qui a racheté la liberté des populations. C'est-à-dire que
vous aviez le budget, aujourd'hui on dirait le ministère des Outre-mer, le budget du ministère des Outre-mer qui a financé, qui a payé la liberté des esclaves chez les maîtres. Je crois que c'est un élément important parce que souvent les gens nous posent la question, mais pourquoi vous ne refusez pas la colonisation? Parce que nous devons notre liberté à la France. Et c'est ce slogan qui a été repris au début des années 60, nous voulons rester français pour être libres, parce qu'effectivement, lorsque la France est arrivée en 1841, 5 ans plus tard, elle nous a rendu la liberté. Ça, c'est un élément très, très important. Ensuite, nous savons l'attitude de nos voisins comoriens, et singulièrement les grands comoriens. Ils n'excellent que lorsqu'ils sont premiers. Et ils ont ce toupet de pouvoir affirmer des choses, y compris des contre-vérités, quand ils savent qu'il n'y a personne en face qui peut les démentir. Et c'est la faiblesse des Mahorais. Nous, les Mahorais, on est timorés, et on croit tout ce qu'on nous rapporte. On ne prend jamais le temps d'aller regarder. Et si je puis me permettre, c'est d'inviter effectivement notre jeunesse à s'intéresser à sa culture, s'intéresser à son histoire. Parce que quand on connaît son histoire, quand on connaît sa culture, on se connaît. Quand on se connaît, on ne se laisse pas piétiner. Moi, je suis frappé de voir qu'un jeune Comorien qui fait une recherche sur la physique antique, il amènera, puis il vous dira sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Mais bon sang, bonsoir. Les jeunes Mahorais, nous formons plus de 5000 bacheliers par an. Il n'y en a pas un qui peut s'intéresser à dire que c'est quoi la vraie question de l'histoire de Mayotte. Et comme ça, on arriverait. Et moi, je recommande justement ce qu'on fasse des recherches là-dessus sur la culture. Quand on dit nous avons la même culture, non. La culture commence par la langue. À Mayotte, il y a les Kibouchi et les Chimaoré qui n'existent pas ailleurs. Ici, nous avons, tu parlais tout à l'heure du Mbiwi, tu parlais du Mrengue, tu parlais du Maldachengue. Ce sont tous des éléments constitutifs de la personnalité culturelle et morale d'un peuple et que l'on ne rencontre pas ailleurs. Ce qui montre bien que nous sommes un peuple singulier avec nos traditions, avec notre culture, et c'est tout ça qui forme la personnalité de ces territoires. Et enfin, sur la question foncière, oui, là aussi, c'est assez particulier. Quand la France est venue, il a dit « Je respecterai les terres que vous occupez ». C'est-à-dire, tous les villages, autour des villages, les terres que nous exploitions, restaient la propriété des autochtones. Et puis ensuite, il y a effectivement, et c'est ce qui montre que la France avait à un moment une très grande idée pour le devenir économique du territoire, avec l'exploitation, avec la création de ces grandes sociétés coloniales, par les Devambao, ainsi de suite. Donc je pense que ça aussi, ce sont des choses qui étaient intéressantes à voir. Et les Mahorais n'ont jamais été dépossédés. La preuve, c'est que Kombani a été revendu aux Mahorais. Il y a eu comment il s'appelle, la société, la SPPM. Il y a eu toutes ces grandes sociétés. Il y a eu Soulou. Sur toutes ces sociétés, c'est revenu entre les mains des Mahorais. Aujourd'hui, il n'y a pas de sociétés ou de colons qui occupent les territoires de Mayotte. Ce sont les Mahorais eux-mêmes qui gèrent leur territoire. Et donc, en un mot, tout concourt à dire que finalement, au fond, effectivement, nous n'avons rien eu de commun. La seule fois où nous avons eu des choses en partage avec les îles voisines, c'était entre soit 1912-1975, pour les plus généreux, ou de 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à 1975. Et on voit bien que ces périodes de très courte durée ne peuvent pas former une nation, parce qu'une nation, c'est tout un ciment qui se construit, qui lie les éléments et qui permet aux uns aux autres d'être fiers d'appartenir à un même ensemble. Ce sentiment d'appartenance à un ensemble commun n'existe pas. Je paraphraserai pour conclure, pour paraphraser, comment il s'appelle, Feu Abdul Bastois, il disait « Les limites de nos îles, c'est la mer ».
absolument. Et ça sera la conclusion de notre entretien. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de me recevoir pour vraiment aborder cette discussion vraiment avec vous et ça m'a fait énormément plaisir et ça me pousse aussi à m'investir davantage pour vraiment découvrir notre histoire et je fais le même Nous vœu pour connaître vous. nous-mêmes. Voilà, pour nous Mm. connaître Mm. nous-mêmes, notre culture et revendiquer notre culture. Et je finirai par dire que Zanzibar est une île aujourd'hui qui est connue dans le monde entier, qui a un grand succès dans son développement de tourisme, alors qu'en 1992, Zanzibar était très pauvre, mais à partir de 1992, c'est avec leur culture qu'ils ont pu vraiment conquérir le monde et que lorsque l'association de Bandélé s'est fait vraiment remarquer partout en France, nous pensons que nous avons quand même une culture millénaire que nous pourrons connaître et que et cette culture-là peut nous enrichir. Ouais. C'est bien plaisir. Bon, ben, Voilà. écoute, mon cher Jacques, c'était vraiment un plaisir. Écoute, si le temps te l'autorise, chaque fois que tu veux, parce que je crois que nous sommes dans une opération de partage Ouais. des souvenirs, de Ouais. connaissances, parce que nous avons tout ça, nous les avons reçus de ceux qui nous ont précédés. Et En notre tout devoir est cas, de le céder aussi à ceux qui viennent. Je pense à tout ce que j'ai pu engranger avec le président Bamana, avec le docteur Hari, avec le sénateur, avec Souera Dinani, et bien d'autres que je ne pourrais citer tous, et qui nous ont appris à aimer ce territoire, à aimer ce petit peuple maorais. En tout cas, je vous remercie énormément et ça me permet de connaître ce qui s'est passé de l'autre côté du mur. Comme vous l'avez dit, un mur qui n'a jamais existé entre nous. Voilà, très bien. Merci.